Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Di Tullio, vous êtes parisien, vous avez une petite cinquantaine, vous avez toujours été dans le milieu du théâtre, vous avez notamment démarré dans une école de théâtre et vous avez, en tant qu'autodidacte, fait une foultitude de métiers depuis que vous êtes jeune. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, vous avez rejoint une super aventure qui s'appelle Starter Plus, qui est un club d'amoureux du théâtre qui avait été créé il y a plus de 30 ans par Bruno Peroux et Stéphane Albertini. Et donc depuis 20 ans, vous êtes dans cette structure et vous êtes en quelque sorte une cheville ouvrière du projet de ce club, qui est à la fois un club et qui est à la fois aussi un média, que le média s'appelle T'as tout vu, qui est une plateforme de réservation sur le web et en application mobile, et qui compte plus de 4500 adhérents, m'avez-vous dit. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé ? C'est parfait. Oui, ça a été créé il y a 32 ans, pour être exact, par Bruno et Stéphane. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de site de billetterie, il n'y avait rien du tout, c'était parti de l'idée où Bruno avait plein d'amis autour de lui, et puis il connaissait des artistes, puis des artistes lui disaient « Oh, tu veux pas, au début, me faire venir des copains comme ça, gratos ?» Parce qu'on est 4 dans la salle, et si ces 4 copains aiment le spectacle, ils appréciaient, ils devaient revenir avec d'autres copains et lancer comme ça le bouche à oreille. Et ça a commencé comme ça. Puis un jour, on lui a dit, il a rencontré Stéphane, tout ça, il faut monter une structure, ils ont montré une association. Mais à l'époque, il faut être clair, il y avait moins de spectacles, il n'y avait pas de billetterie, donc tout était sur le bouche à oreille. Il a commencé à remplir les salles de théâtre par le bouche à oreille. Et ce qui est dingue, c'est que ça a perduré, ça s'est poursuivi, et ça a vécu bien au-delà du lancement des réseaux sociaux, etc. On aurait pu penser qu'avec les réseaux sociaux, avec les plateformes de réservation en ligne classiques, ça aurait pu ne pas continuer, mais au contraire, ça a encore plus de succès au fil des ans. Donc bravo pour ça. Et donc aujourd'hui, on vous interroge dans le cadre du bonheur c'est les autres, puisque on peut considérer que le bonheur pour vous est synonyme de théâtre. Mais si je vous demande comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? Comment vous le définiriez ? Moi, le bonheur dans ma vie à moi de tous les jours, c'est pour ça que j'aime mettre à Starter, aussi, c'est le partage. C'est d'être ensemble, de partager des moments de joie au théâtre, des moments délicats, des moments de questions, de fraternité aussi. Et dans les moments surtout délicats, de se poser des questions et puis de réfléchir et faire que peut-être demain le monde sera un peu plus juste et meilleur. Et moi, quand les gens sont contents, je suis content. Et j'aime tout ça dans l'humour. Pour moi, le bonheur avec les autres, c'est dans l'humour, parce que quand on a des moments vraiment délicats, on sait que derrière les nuages, il y aura le soleil, donc l'humour. Correspondait parfaitement à la philosophie de ce podcast. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément ? J'aurais dit la fête et la liberté, qui fait que moi j'ai eu la chance d'être élevé dans un milieu où il y avait beaucoup de gens tout le temps. Alors ça peut être un peu fatigant pour faire ses repères, pour faire ses marques, on peut être un peu déstabilisé, mais grâce à ça j'ai une ouverture d'esprit et je suis très curieux. Et j'aime rencontrer des personnes. Et rencontrer, c'est facile, mais après, c'est le long terme. Moi, ce que je préfère, c'est pas forcément de voir les gens toutes les semaines, parce que on est tous très occupés, mais c'est de garder des relations, des amis, des années d'enfance. Et ça, j'ai une ouverture d'esprit et j'essaye de pas trop juger, même si ça m'arrive aussi. Et je suis ouvert, sur le monde. Curieux et ouvert. Et ça, je l'ai appris dans mon éducation. Alors vous savez que ce podcast a quelques semaines maintenant d'existence, même on peut dire quelques mois d'existence. On a eu pas mal de témoins à qui on a posé cette question que je vais vous poser. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi ? Et je rajouterai que pour une fois peut-être vous allez nous dire quelle est votre pièce de théâtre favorite puisque vous êtes un amoureux du théâtre. Alors ça, c'est une question terrible parce que j'ai tellement vu de pièces de théâtre et j'en vois tellement que c'est pas évident, il faut que ça revienne. Alors c'est terrible parce que là, au moment où vous m'avez posé la question, il y a un film qui m'est revenu. Dites, c'est ça le principe. Et c'est un film pas drôle du tout en plus, c'est avec Romy Schneider, c'est Le Vieux Fusil. Ah, magnifique. Avec Philippe Noiret, c'est de Robert Enrico, je crois. Robert Enrico. Ouais. Avec la musique de du grand musicien, comment il s'appelle déjà ? On ne connaît que...
Je vous laisse retrouver. mais qui est mort d'ailleurs depuis. Ah oui, il est mort depuis longtemps. François de Roubaix. Exactement, François de Roubaix. Voilà, François de Roubaix, Bravo. qui a fait des grandes musiques. Vous n'avez rien gagné, hein. Il n'y avait pas de coup. Ah oui, Vous mais n'avez c'est rien vrai gagné. qu'il est moins connu maintenant, mais parce que bon, il y a des. Mais sa François musique Roubaix a est fait quelques musiques exceptionnelle. Ouais. Et effectivement, moi aussi, le Vieux Fusil est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et si je vous parle alors d'un livre ou d'une pièce de théâtre La vie devant soi. de Romain Gary, Ouais. enfin de... Ah, il y a Camille même, Lajarre, non, il y a un livre que je suis en train de relire qui est moins connu, alors qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Ah, c'est de qui ça? Faudrait que je retrouve, c'est de, je l'ai pas ici, mais enfin Bon, l'auteur. c'est pas grave, on Mais trouvera. c'est un livre que j'avais lu il y a 30 ans, à un moment où c'était un peu compliqué pour moi. Et j'aime beaucoup cette phrase, le chemin le moins fréquenté, parce que c'est un livre évidemment d'introspection, de philosophie, un peu sur la psy. Et j'aime bien les chemins où, De traverse, ouais, faire un pas de côté. sortir des sentiers battus. Voilà, et de pas forcément suivre tout le monde, parce que dans des périodes délicates, et quand je pense que quand on cherche son bonheur à soi et après celui des autres, bah ça part beaucoup de soi, et après pour aller vers les autres, et vers les autres, vous aller vers soi, mais si on n'est pas bien au départ avec soi-même, ça va être compliqué. Donc il faut prendre des chemins soi-même, qui sont laborieux parfois, pour arriver à une lumière plus chaleureuse. Et alors la pièce de théâtre, vous me diriez quoi? Vous en avez vu des centaines, mais laquelle vous pourriez la revoir 10 fois et vous seriez toujours aussi heureux de la revoir? Bah, j'aime beaucoup, moi, alors, mes auteurs, moi j'ai mon auteur préféré, c'est Tchekhov D'accord. et Feydeau. D'accord. C'est très opposé, mais en même temps, ça se rejoint beaucoup, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Tchekhov parce que c'est une profondeur. C'est souvent pas toujours bien monté parce que Tchekhov, c'est des gens qui sont foncièrement, qui n'ont pas très heureux, qui n'ont pas réussi leur vie, mais qui sont dans le sourire, dans l'apparence. Et je trouve ça tout à fait juste. Et vous conseilleriez quoi de Tchekhov à part la cerisée que tout le monde connaît? Oh, Ivanov. Parce qu'à un moment, dans la pièce d'Ivanov, il dit « bas les masques ». Et ça, bas les masques, on a tous des masques, selon... Pas uniquement pendant le Covid, ouais. Non. Ah bah oui, surtout pas pendant le Covid, parce que... Oui, c'est vrai, pas mal celle-là, pas mal. Mais je trouve ça très juste. À quel moment on est vraiment soi-même? De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver? Sous-entendu pour être heureux. Qu'une porte soit ouverte. Moi, la chose, il faut qu'une porte ou une Vous ne fenêtre... jamais vous priver qu'on vous ouvre la porte. Voilà. Je déteste être dans un endroit quand une porte ou une fenêtre est fermée à clé, et même avec la personne avec qui je vis, la chose qui compte pour moi, pour que je sois bien, c'est que je puisse toujours sortir, à n'importe quel moment. Un petit degré de claustrophobie, vous diriez? Oui, sentimental et aussi physique. La liberté, pour moi, c'est très important de pouvoir partir à n'importe quel moment. D'accord. Et d'ailleurs, je pars pas D'accord. quand je sais que je peux partir. Sinon, vous avez l'impression d'être un oiseau en cage. Oui, Et vous êtes adepte de la chanson de Pierre Perret, ouvrez la cage aux oiseaux. absolument, totalement. Ouais, c'est important. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Et ou le mot auquel vous pensez spontanément à l'instant où l'on se parle? Moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est « oh merde, putain, fais chier ». Ah oui, c'est plus qu'un mot même, c'est 3 mots. Voilà, Et 3 mots vulgaires. Mais alors pourquoi putain, merde, fait chier? parce que c'est des mots qu'on entend très très souvent. Alors, pas toujours merde, mais souvent, si on regarde bien nous tous les jours, dès qu'on fait quelque chose, merde, c'est comme les anglo-saxons, ils ont un mot aussi qui revient toujours. Nous, les Français, c'est oh merde, fait chier, quoi. Ça revient tout le temps, et comme le français râle un petit peu, mais une fois qu'il a dit ça, il y a d'autres mots qui sont beaucoup plus délicats et beaucoup plus joyeux et beaucoup plus sensibles. C'est vrai que c'est pas très beau, mais l'emblème de la France, c'est quand même le coq, hein, c'est celui qui chante les pieds dans la merde. Donc il faut souvent que le français soit dans la merde pour accéder au bonheur. Ouais. C'est un peu bizarre, hein, chez nous les Français. Il y a une forme de paradoxe, donc. Ah, totalement. De toute façon, les Français ont droit de paradoxe. On est un peuple paradoxal. Ouais. Absolument. Doutez-vous souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que c'est plutôt de vous dont vous doutez ou des autres? Tous les jours, je doute dès que je me lève. Et je doute beaucoup plus de moi que des autres. En fin de compte, c'est que de moi que je doute. Et vous mettez ça sur quel compte? Ça vient de l'enfance, ça vient de votre éducation, ça vient de votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui justifie que vous doutiez surtout de vous et pas tellement des autres?
Je doute suite à mon éducation. De par ma nature, heureusement, j'ai un équilibre qui fait que je peux être très sûr de moi autant que je doute, mais ça, c'est ma nature. Et le doute aussi est très intéressant finalement, ça c'est avec l'âge. Je me suis aperçu que le doute permet de faire beaucoup progresser. Le jour où j'aurai plus de doute, je pense que je pourrais commencer à m'inquiéter, car les gens qui n'ont pas de doute, pour moi, ne m'intéressent pas. Et je suis plus sensible aux gens qui ont des doutes que des gens qui ont des certitudes, en apparence. Et le doute profite à l'accusé, donc. Absolument. Pour quel défaut de vos contemporains avez-vous le plus d'indulgence ? Je pense que je suis indulgent à peu près sur tous les défauts, mais la rancune et les personnes qui ne pardonnent pas. Vous êtes indulgent avec les rancuniers, les personnes rancunières, pardon. Je m'exprime mal, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, dites-moi alors. Être indulgent, c'est-à-dire pardonner. Ouais, être tolérant, on va dire, indulgent, accepter. Être dans l'acceptation d'un défaut de vos contemporains. Finalement, j'accepte quand même tous les défauts des gens, mais celui vraiment, alors là c'est compliqué qu'on me pose une question comme ça, parce que je ne l'ai pas vu dans ce sens-là. La personne que je pourrais pardonner le plus, le défaut d'une personne, la radinerie. La pingrerie. Voilà, quelqu'un de pingre. Quelqu'un qui a des oursins dans la poche. Voilà, ça m'agace, mais bon, c'est un peu extérieur, quoi. Et ça vous fait plutôt rire, alors ? Oui, ça me fait rire. C'est un peu, je pense à l'avare. L'avare de Molière. Ouais. Voilà, je pense à De Funès, je pense... à Lucchini. Voilà, ça me fait rigoler, parce qu'en fin de compte, finalement, c'est de l'argent, mais ils font de mal à personne au niveau financier. C'est pas des sentiments, mais ils se font du mal à eux, parce que on se fout de leur gueule, quoi. Les gens pingres, moi, ils me font rigoler, parce que... Puis c'est maladif, quoi. Et le fait est qu'il y a eu beaucoup d'artistes à travers l'histoire, beaucoup de gens bourrés de talent, qui étaient des radins intégraux, comment dire. Je pense à Picasso, par exemple, dont on sait qu'il était particulièrement radin, alors qu'il a eu... à une époque, en tout cas, il est très vite devenu riche, et on disait souvent Picasso, Picassiette, parce qu'il était effectivement radin. Donc quelque part, il y a peut-être une corrélation. Bon, elle n'est pas systématique, mais en tout cas, vous êtes indulgent par rapport à ça. Oui, parce que on peut en rire de ça. Et ça, comme je dis, ça ne fait mal à personne. D'ailleurs, Molière riait de ça, comme il riait de l'hypocondrie dans Le Malade imaginaire, comme il riait de tous les travers humains, en fait. C'est des gens qui souffrent. Beaucoup. Moi, j'en connais quelques-uns. C'est maladif. Je vois, quand on parlait de Lucchini, mais il y a des gens au théâtre, je connaissais des grands comédiens qui gagnaient très très bien leur vie. Ils allaient compter les strapontins, ils comptaient les fauteuils exactement, ils demandaient la recette. Bon, il y en avait, ils n'avaient pas tort parce qu'ils ne voulaient pas se faire arnaquer, mais c'est maladif, quoi. Alors, c'est pas forcément du fait que ces gens ont peut-être pas eu beaucoup d'argent, mais voilà, il y a des gens, ils ont une névrose, enfin, une maladie d'être pingre, et puis d'autres, ils dépensent trop. Mais tout excès c'est l'excès. Je parlais tout à l'heure de Feydeau. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens excessifs, parce que on prend De Funès. Plus il est odieux, plus il nous fait rire. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué de rire avec les excès. Alors on peut considérer que le monde se sépare entre les gens qui sont optimistes et les gens qui sont pessimistes. Il y a des pessimistes qui se soignent, il y a des optimistes qui deviennent pessimistes avec le temps. Enfin bref, on peut séparer le monde entre optimistes et pessimistes. Alors déjà, est-ce que vous vous classez dans une des catégories ? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir ? Parce qu'on est dans une période, soyons clairs, très très compliquée, très anxiogène, avec un pays en plus très très pessimiste, globalement, très grand consommateur d'anxiolytiques, etc. Donc est-ce que vous vous classez dans les optimistes ou dans les pessimistes ? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir ? Moi, je suis les deux. Dans moi, j'ai les deux. J'ai le pessimisme, je peux l'avoir de temps en temps, et l'optimiste aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu fait de noir et de blanc, mais j'essaye d'aller dans le gris aussi. Et il y a des moments où je suis hyper optimiste, mais trop, parce que des fois, je me déconnecte de la réalité. Maintenant, ça va mieux, mais à une époque, j'étais tellement optimiste que je voyais pas, et puis après, je me ramassais parce que j'avais pas tout analysé, calculé. Mais si on est trop pessimiste, on bouge. J'aime pas ça, c'est pas ma nature. Ma nature est optimiste, mais après mon parcours qui fait que après des événements ont fait que j'ai pu être pessimiste.
Mais je suis d'une nature profondément optimiste, mais comme j'ai le doute de temps en temps, puis quand je vois autour de moi, finalement je dis souvent le monde, bah oui, il est compliqué aujourd'hui, mais il n'y a que le décor qui change aujourd'hui. Mais les guerres, l'intolérance, le racisme, tout ça, malheureusement, si on livre on tourne en rond, quoi. Et on recommence, et le travail s'arrête jamais, et là on traverse une période compliquée, et il faut faire hyper gaffe, mais il va falloir être courageux, et peut-être qu'on n'a pas encore touché le fond, de temps en temps, il faut vraiment aller au fond de la piscine, et puis une fois qu'on a atteint, l'être humain a peut-être besoin, comme ça, dans sa nature, d'aller vraiment au fond du trou pour rebondir. Mais le fond, parfois, est terrible. Et alors, tandis que les cloches sonnent à quelques encablures de là où on enregistre, qu'est-ce qui vous rendrait optimiste alors pour l'avenir ? Il y a quelque chose qui vous rendrait optimiste ? Oui, le partage. Et les autres. Et surtout de ne pas se laisser embarquer, d'une part trop par les réseaux sociaux, même s'il y a des côtés aussi intéressants pour les réseaux sociaux. Quand on dit les réseaux sociaux, c'est hyper dangereux, il faut faire gaffe, c'est que du négatif. Non, il y a des choses comme dans tout. Tout n'est pas noir et blanc. Et je pense que faut pas. Il y a des gens qui attisent les démons, qui attisent les couleurs sombres à des fins politiques, à des fins de pouvoir et d'ego. Et je pense que les médias ne sont pas tout. Il y a beaucoup de gens à la campagne, en dehors du milieu parisien, dans des villages. Il faut faire confiance vraiment à l'être humain. Et c'est pas ceux qu'on entend le plus dans les médias qui sont forcément, quand j'entends un politicien qui dit « Moi, les Français, je pense que les Français pensent ». Mais qu'est-ce qu'on sait que les Français pensent ? C'est pas parce qu'ils votent de temps en temps. Moi, je connais plein de gens qui sont pas du tout d'accord. Qu'on arrête de parler à notre place et qu'on laisse un peu les gens s'exprimer à des fins humaines et pas que électorales. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois ? Sous-entendu, pour être heureux. D'être moins en colère. Ah, ça c'est un aspect qu'on n'avait pas abordé. Vous êtes quelqu'un de colérique alors ? Oui, je peux l'être, et envers moi-même. Soupolé ? Non, mais j'ai des moments de colère, mais ça c'est ce qui m'a permis aussi de survivre, de rebondir, et j'aimerais être moins en colère par moment, et moins dans l'émotionnel, ce matin par contre, là, aujourd'hui je suis plus calme. Je suis moins en colère. Je peux m'agiter très vite, mais je suis plus posé. Parce que la colère, finalement, vous brouille le cerveau. Ça vous fait monter dans une émotion qui n'est pas bon et tout le raisonnement s'en va. Et là, on fait des conneries. Donc, avec le temps, quand je suis en colère, je le dis, je me calme, je fais des choses pour équilibrer ça. Mais la colère, c'est très, très compliqué à gérer. La colère est mauvaise conseillère. Absolument. Et donc, on vous souhaite de ne plus jamais être en colère. D'être plus en paix avec moi-même. D'être plus en paix avec vous-même. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. À très bientôt et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. C'est que les autres. Merci. Merci.